Bonjour, comme vous voyez, on se trouve au port de Montréal, devant un quai qui s'appelle le quai Bickerdike. Et j'ai avec moi André Bourassa, qui est transitaire pour une firme qui s'appelle Transglobal. André, ça me fait plaisir de t'accueillir ici. Merci d'être venu. Alors, comme transitaire, on aura plusieurs questions à te poser. J'espère que ça ne te dérange pas trop. La première, un transitaire, ça fait quoi dans un service d'importation? Dans un service d'importation, le transitaire s'organise avec ses agents à organiser les transports des marchandises à l'importation. Donc, par ses bureaux à l'étranger, il importe les marchandises, il transige avec ses clients pour pouvoir importer les marchandises. Maintenant, au niveau, parce qu'il fait un peu de dédouanement aussi. Parce au niveau de dédouanement, le transitaire agit comme intermédiaire de dédouanement. Donc, par son bureau d'agence, il s'occupe de dédouaner les marchandises, de s'occuper des permis pour entrer les marchandises. Donc, il fait le travail d'un courtier en douane. Il fait le travail de courtier en douane. Ah bon, OK. Bon, maintenant, au niveau exportation, comment une entreprise pourrait-elle se servir d'un transitaire pour lui faciliter la tâche pour aller sur les marchés extérieurs? Le transitaire va l'aider à faire ses choix, à organiser son transport, organiser ses méthodes de transport et organiser également la documentation et les réglementations de douane internationale de façon à simplifier la marchandise, simplifier le transport des marchandises. Moi, j'ai une question qui me touche beaucoup. Quand tu parles de documentation, dans notre ère électronique, est-ce qu'on a encore besoin de documents papier pour... Les documents principaux, les connaissements maritimes, sont des documents originaux. Ce sont des documents qui ne vont pas être remplacés. Donc, on va rester dans une ère de papier. Donc, le connaissement maritime est encore en 3 copies, avec 3 originaux. Oui, parce que les lois des pays l'exigent. Ah bon, donc, à ce moment-là, il va falloir continuer à faire. Et c'est aussi des documents douaniers. Pas de documents douaniers, mais des documents financiers. Sur lesquels les finances vont s'appuyer pour faire les paiements. Donc, c'est assez chatouilleux comme document. Et c'est important d'avoir l'original en main signé. Donc, c'est un document qui se négocie. C'est un document négociable. Comme un chèque. Comme un chèque, comme il me semble que ton travail, quand tu travailles avec des entreprises, tu dois rencontrer certaines difficultés, pas nécessairement avec les entreprises, mais dans l'élaboration de documents, de retard aux douanes ou quoi que ce soit. As-tu 2, 3 exemples à nous donner des problèmes? Bien, disons que les problèmes sont plutôt au niveau du respect des délais. À savoir que les gens sont pressés pour avoir leur marchandises. Délais de livraison. Les délais de livraison. Et à ce moment-là, tout ce qui touche maintenant avec l'exportation ou l'importation, au niveau, si on peut regarder la sécurité maintenant qui est requise dans les ports, c'est incroyable maintenant. Ben, regarde les chapeaux qu'ils nous ont fait porter, puis le costume. On est simplement ici pour parler, mais on doit être équipé de façon... Et on peut se faire arrêter par les douaniers, on peut se faire arrêter par la police du port, de façon à respecter les consignes. Alors ici, on se trouve sur un fleuve. Donc, on parle de transport maritime, mais quel genre autre de transport l'exportateur peut utiliser? Bien, donc, si on parle d'outre-mer, on parle d'aérien ou on parle de maritime. Ce sont les 2 modes principaux. L'aérien est un mode plus rapide, mais a ses inconvénients au niveau de dimension, au niveau des coûts du transport aérien. Tandis que le maritime, lui, peut prendre n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de choix de marchandises ou de choix de mode de transport. On a vu beaucoup de boîtes bleues, puis de boîtes jaunes, puis de boîtes oranges un peu partout ici sur le port. Qu'est-ce que c'est? C'est des conteneurs? Ça, ce sont les conteneurs maritimes qui sont utilisés en maritime à 50% des modes de transport de voyage. Il y a différents types de conteneurs. Il y a du 20 pieds de longueur ou du 40 pieds de longueur. C'est pas en mètres, c'est en pieds? Non, c'est en pieds, ça. C'est en pieds. Et puis, il y a aussi d'autres sortes de conteneurs pour utiliser si on a besoin d'avoir du réfrigéré, température contrôlée, si on a besoin d'avoir une plateforme ou des choses comme ça. On peut utiliser d'autres sortes de conteneurs, un peu comme des camions. Un peu comme des modes de camions, mais on a simplement la boîte. Quels sont les avantages, par exemple, du transport routier, parce qu'on a vu beaucoup de camions, versus le transport ferroviaire, par exemple? Bien, le camion a l'avantage d'aller porte à porte. C'est le gros avantage. Même que les compagnies
ferroviaires ont développé un système, ce qu'on appelle un système intermodal, qui met les camions sur les trains. Intermodal, pas multimodal. Multimodal ou intermodal, c'est 2 modes, tandis que multimodal, c'est 3 modes. Ah bon, OK. Donc, c'est un peu de la façon, l'avantage du camion, c'est qu'il peut aller n'importe où, n'importe quand. Et puis, l'avantage du ferroviaire? Le ferroviaire, c'est le coût. C'est moins cher. Mais c'est lent. C'est ça, mais c'est lent, puis c'est le mode le moins cher, le moins dispendieux sur Terre. Mais quel genre de marchandises tu mets dans le ferroviaire? On va avoir des produits de vrac, on va avoir des produits, des pneus, des choses comme ça qu'on va pouvoir transporter en grosse quantité sur le ferroviaire. Mais si je comprends bien, si je remplis un wagon complet ou un conteneur complet, ça me coûte moins cher que si je prends seulement qu'une partie du conteneur ou du wagon. Oui, parce que là, à ce moment-là, vous achetez l'espace au complet, donc vous faites affaire directement avec la compagnie ferroviaire ou la compagnie de transport, tandis que si vous achetez simplement une portion de conteneur, vous faites affaire avec un transitaire qui, lui, achète le conteneur et revend des portions à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la consolidation. La consolidation, oui. Le phénomène de consolidation, c'est lorsque le transitaire met sur le marché un conteneur maritime à 2 destinations. Donc, d'un départ vers une destination. Et là, va voir les clients pour leur offrir des espaces à l'intérieur des boîtes, soit 1 mètre cube, soit 2 mètres cubes. Donc, pour que le client à petit volume puisse acheter du transport maritime plus facilement. J'ai une question qui vient à l'esprit quand je faisais du commerce international. À un moment donné, je suis arrivé trop tôt au port de Montréal et puis j'ai eu une facture après des frais de surestarie. C'est quoi ça exactement? Ce sont des frais de détention des marchandises, donc pour avoir livré. Puis, effectivement, vous pouvez être trop rapide, livrer trop rapidement au port, ou livrer, ne pas ramasser à temps. Quel est le délai normal? C'est à peu près 5 jours. 5 jours, oui. Bon, OK. Alors, dans ce moment-là, puis les frais, ça peut être assez élevé. Les frais sont extrêmement élevés parce que les équipements sont extrêmement dispendieux et on ne veut pas que l'équipement reste sur le quai. Donc, on charge énormément cher les frais de surestarie de façon à éviter que les gens utilisent des conteneurs de quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle en anglais demurrage. C'est ça. OK. On parle beaucoup des lignes conférences et des lignes non-conférences. Quelle est la différence entre les deux? La conférence, c'est une association de lignes maritimes sur un territoire donné. Donc, ça veut dire que sur un certain territoire, donc si on prend l'Atlantique Nord avec l'Europe, on sait qu'on a l'Atlantique, on a la conférence de l'Atlantique Nord. La conférence de l'Atlantique Nord va gérer les prix du transport sur ce bassin-là et va également gérer les services sur ce bassin-là, de façon à ce qu'il y ait une continuité dans les services, parce que ça coûte extrêmement cher, les services maritimes. Donc, on veut quand même contrôler qu'il y ait une plateforme, une base solide. Donc, l'association contrôle l'ensemble des lignes maritimes. C'est un genre de cartel, ensemble. C'est un genre de cartel, mais c'est un cartel nécessaire. Ça, c'est bien un transitaire qui est très, très, très politiquement correct. Oui, mais c'est un bien nécessaire à cause des coûts. Sinon, on travaille avec des lignes maritimes qui n'ont pas les mêmes responsabilités. On peut travailler avec des lignes russes, des lignes étrangères. Ben oui, puis ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Sauf qu'eux sont payés en dollars locaux et ils sont pas affectés. La seule chose qu'ils veulent avoir, c'est notre monnaie forte. Donc, à ce moment-là, eux travaillent au prix qu'ils veulent. Actuellement, c'est à peu près 10 20 moins cher par une ligne non-conférence. Mais lorsque ces compagnies-là font faillite après, là, il y a des services de moins. Donc, c'est pour ça que l'association, c'est pour ça que la conférence est là. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Et puis, supposons qu'on fait ici au port de Montréal, c'est pas si mal, mais si je faisais affaire en Asie et j'avais un choix à faire sur une ligne maritime, je suis plus à l'aise avec une ligne conférence qu'une compagnie que je connais pas. Tandis qu'au port de Montréal, ben, la ligne peut être bonne. André, on a un phénomène qui se passe en ce moment chez nous au Québec, on appelle ça la délocalisation. Les entreprises délocalisent leur production pour profiter de la main-d'œuvre beaucoup moins coûteuse qu'on trouve en Chine, par exemple. Et puis, on lisait récemment dans un journal quotidien qu'il y a une compagnie qui a décidé que ça coûtait tellement cher de transport d'amener sa production faite en Chine au Québec que maintenant, elle a rapatrié sa production. Alors,
Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le prix de l'essence qui est rendu, ce matin, c'est à quoi, 1,49 $ le litre pour un automobiliste comme toi et moi? Comment ça a pu affecter le transport maritime, ça? Ben, disons que les coûts de transport maritime sont influencés directement par les coûts du mazout. Donc, on regarde les coûts d'un conteneur qui était environ 4 000 $ à transporter il y a 2 ans ou 1 an. Entre où et où, là? Entre la Chine et le Canada. OK. Aujourd'hui, on regarde environ le double. Donc, on parle d'un facteur d'ajustement de carburant de 50 à 100 de la valeur. Donc, ça fait que les coûts de transport de la Chine sont extrêmement beaucoup plus élevés qu'ils étaient et beaucoup de compagnies sont à reconsidérer leur chaîne logistique ou ce qui était le just-in-time, de façon à éliminer le just-in-time et reconsidérer les entrepôts pour faire du stockage au lieu de payer les coûts de transport qui sont tellement élevés. Gestion du transport, il faut tenir compte des coûts du pétrole qui changent tous les jours. Définitivement, les coûts du pétrole qui changent tous les jours. Il y a quand même un avis de 30 jours qui doit être donné à une augmentation et on voit les cours du pétrole aller. Okay. Donc, on peut se fier un petit peu à ce qui va s'en venir. Mais les coûts maintenant sont extrêmement élevés. L'ajustement de carburant est extrêmement élevé. Il faut considérer. Par exemple, moi, je me rappelle quand je faisais affaire au Japon, on disait que les coûts de transport étaient de 40 du prix de vente final à Tokyo, d'un produit fait ici au Québec. Quel serait à peu près le pourcentage des coûts de transport maintenant? Et ça a dû augmenter certainement d'un 20 Ouf! Donc, il faut en tenir compte dans ce calcul de prix. C'est les compagnies, les grosses compagnies, les compagnies comme Canadian Tire, ces compagnies-là sont à reconsidérer leur chaîne logistique, justement, pour savoir où sont leurs fournisseurs, où ils vont acheter leurs marchandises. Ça veut dire acheter chez nous au Québec maintenant? Ça veut dire acheter chez nous au Québec ou acheter plus près, aux États-Unis. Donc, il y a un changement de mentalité à ce niveau-là. Ensemble, on a peut-être un nouveau paradigme maintenant à cause des coûts de transport. Exactement. Pour devenir transitaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour devenir transitaire, on doit étudier en maths. C'est aussi étrange que ça peut être, parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. Il y a des taux de conversion, il y a des taux des dimensions, il y a des poids, il y a toutes ces choses-là qu'il faut mettre ensemble. Il faut remplir les conteneurs, il faut remplir les marchandises dans les conteneurs. Donc, c'est à peu près la base qu'on doit avoir. Ensuite, ça s'apprend dans les cours qui sont disponibles en commerce international, soit les incoterms, soit les lettres de crédit, toutes ces choses-là. Un dernier mot pour dire à nos lecteurs pourquoi il faut utiliser un transitaire. Pourquoi il faut utiliser un transitaire? Parce que c'est un monde complexe, le transport international. Il y a énormément de choix, il y a énormément de clients, il y a énormément de lignes maritimes, il y a énormément de lignes aériennes. Donc, comment on départit tous ces choix-là? Le transitaire, lui, est un peu comme un agent de voyage. Il va s'occuper pour vous de transporter vos marchandises. Il va s'organiser pour faire l'entreposage, pour faire le transport, pour faire un peu comme votre hôtel, donc comme l'entreposage, ces choses-là. Et il va vous donner un prix unique pour l'ensemble des services. Donc, autrement dit, moins de tracas pour l'utilisateur de façon à simplifier son travail. Et aussi au niveau des prix, le transitaire devrait être moins cher, un peu comme un agent de voyage encore. Donc, il y a des package deals qui sont disponibles et lui, le transitaire va être capable de vous les offrir.